Bon, j'avais pas trop prévu de faire une petite vidéo cette semaine les gens, mais comme vous avez vu sur Instagram, je pense qu'il est temps de parler de ça. Bon, on en a déjà parlé, mais c'est l'occasion de faire assez brièvement une petite vidéo là-dessus. Et voilà, c'est parti. Alors déjà le mot professionnel, c'est sorti comme ça du fond du cœur, quand je l'ai fait faire. Vous vous souvenez, c'était dans la dernière vidéo, je demandais à Olive de me faire ça. Comment dire, j'aurais pu mettre apiculteur tout court, ou alors mieux, abeille en grève. C'était le professionnel, c'est juste pour dire que c'est ma profession, ça me fait vivre quoi. Voilà. J'espère qu'il n'y a pas trop de vent dans le micro les gens. Si je me mets comme ça peut-être, mais on voit plus l'affiche. Si. Donc ouais, c'est pour dire que c'est quelque chose qui me fait vivre à 100%. Hein, voilà, c'est pas YouTube qui me fait vivre, loin de là. Et voilà. Donc ouais, abeille en grève aurait peut-être été mieux, mais vous savez quand on fait un peu rapide comme ça, c'est là. Alors justement, tout en bas là, regardez, je remercie. On a laissé sa petite empreinte. Tac, Olive est là. Donc c'est mon pote Olive qui m'a fait ça en rapidos. Alors je suis pas sponsor, c'est pas gratuit, mais il me l'a fait en voilà, on est mercredi, je l'ai reçu. On en a parlé lundi, voilà quoi, cool quoi. Et donc il tient l'entreprise Payless à Nancy. C'est une impression, il peut vous faire vos étiquettes si vous voulez le soutenir. Parce qu'il me soutient, c'est cool. Et vous avez le lien de son site dans la description et son mail. Ok? Merci à vous. Maintenant, on attaque les rayons de la colère. Petit jeu de mots. Alors, j'ai pris quelques notes quand même. Ça souffle. Hein. Je vais me mettre à l'abri. Allez hop, je me suis mis en intérieur, devant les rayons de la colère. Je vous montrerai aussi l'autre partie qui est déjà rangée en chambre froide. Là, c'est pas en chambre froide, mais c'est tempéré. Ça, c'est 2023. Et chambre froide, il y a 2022. Encore une bonne partie. Et même encore un peu de fuite 2021. Quand je dis tempéré, ici, ben, c'est pas chauffé. C'est isolé, mais c'est pas chauffé. Il fait 7. Ça caille un peu. Bon, on le voit pas. Je vais pas vous saouler avec tout le bazar de la grève machin. La pancarte, elle est là, c'est plus pour signaler vous l'avez compris, mon mécontentement, pour soutenir aussi tous les collègues pros, mais pas que, hein, vous avez bien compris, je pense que c'est de l'apiculture en général, et au final, celles qui en pâtissent le plus, et ça concerne tout le monde, sont nos abeilles. Et voilà, ça pour moi, ça reste la clé, quoi. Souvenez-vous de la première saison, hashtag pour les abeilles. On y est encore, hein, 8 ans plus tard. Je me tourne là-bas parce que tableau blanc. Zac. Je vais être un peu loin. Rapprochage. Tac. Pas mal. Petite lumière dans la gueule. Voilà. Ah, journée. Ah. Alors, on essaie d'expliquer parce que c'est un peu trop facile de résumer ça en sucre importé de n'importe où. On n'est pas loin. Bon, au départ, on a notre producteur, voilà, qui lui a 3 moyens pour vendre son miel. La vente au détail, la vente en demi-gros et la vente en gros. Mais attention, c'est pas que des professionnels. Hein. J'ai un collègue là, Antoine, salut Antoine, qui est pas très loin de chez moi, qui a une centaine de ruches, plus réactif, et qui vend très peu de pots au détail ou en demi-gros. Le demi-gros, c'est un intermédiaire, hein, je vous rappelle, ça peut être une boulangerie ou même une petite moyenne surface. Voilà. Chez qui vous déposez votre pot de miel, c'est vous qui l'avez conditionné, et elle se prend sa marge là-dessus. Mon pote Antoine, il vend également directement, en gros, en fût, quoi. Hein, il a quelques fûts à vendre qui ne se vendent pas. Tout comme moi, d'ailleurs, au fait, le petit stock qu'il y a derrière, plus celui qui est là, représente là, chez moi, un peu plus de 17 tonnes. Pas loin de 18 tonnes. Voilà, j'ai 18 tonnes en stock de miel. Manger du miel. Voilà, il fallait quand même le préciser. Donc, le producteur en vente en gros, il va vendre ça à des négociants. Conditionneur. Voilà, négociant-conditionneur, ok? Lui, le négociant, il va mettre en pot, hein, il peut vendre directement en fût également à des industriels pour faire des biscuits, des choses comme ça. Je sais pas comment il les conditionne.
Sa grosse partie, j'espère que je ne dis pas trop de conneries en disant ça, sa grosse partie, c'est de s'adresser à des centrales d'achat. Et les centrales d'achat dispatchent dans des GMS, des grandes et moyennes surfaces. Je simplifie largement. Il existe des schémas qu'on peut trouver sur Internet qui font ça avec des flèches partout. Et la GMS, bien sûr, le consommateur final, qui a son rôle. On va y revenir. Alors, dans cette partie-là, on peut rajouter quand même les coopératives, qui sont aussi des centralisations de miel et de mise en pot. Il en existe quelques-unes, sachant que les négociants conditionneurs, eux, sont au nombre de quoi? Une bonne vingtaine peut-être, un peu plus, mais, allez, il y en a 4-5 gros, dont un très gros, que tout le monde connaît. Donc nous sommes bien d'accord que notre producteur, quand j'utilise du verre, quand il vend au détail, il va s'adresser directement au consommateur final. D'accord? C'est le top. Mais ça inclut donc, un prix de miel plus cher au kilo, bien sûr, mais plus de travail, de l'empotage, du temps. Il faut avoir le temps de faire ça. Le demi-gros, le temps est partagé avec le revendeur, voilà, avec l'intermédiaire. Bon. Donc, je ne vous remets pas les chiffres de production de miel et de consommation française. Mais pour faire très vite, nous ne produisons pas assez de ce que nous consommons. Donc, les négociants conditionneurs vont aller se fournir sur d'autres marchés mondiaux. C'est, virgule, aussi la preuve, ou comment dire, dans la mesure où on ne produit pas assez ce qu'on consomme, on ne devrait pas avoir de soucis de vente. Je ne devrais pas avoir 18 tonnes de miel ici. Je ne devrais pas les avoir. Voilà. Alors, pour ma part, j'ai contacté 2-3 de ces négociants qui, c'était plus en novembre, octobre-novembre, me proposaient un prix très bas pour le printemps. Je fais 3 miels ici, un printemps, acacia, été. Pour le printemps, le premier, un prix très bas, et pour les deux autres, il n'y avait pas de demande. Ils n'en voulaient pas. Simplement, ils n'en voulaient pas. Et je vous avoue que depuis, ça m'a tellement dégoûté que je n'ai pas rappelé. Voilà. Donc ces négociants, je le mets en rouge, ils vont se fournir un petit peu ailleurs. Hein. Fournir hors FR, hors France. D'accord? Alors, on va tout de suite plus bas, parce que eux, ils vont faire leur boulot. On y revient après sur leurs difficultés ou les choses comme ça. Les centrales d'achat, elles sont nationales ou européennes. On a entendu parler de ces grosses centrales d'achat européennes. Elles ont un énorme pouvoir. Énorme pouvoir. Ça, je vais l'encadrer parce que c'est un souci. Voilà. Et puis, donc, elles font pression sur les négociants pour avoir un prix très bas. Je vais le mettre par là parce que ça concerne un peu tout le monde. Prix bas. Le consommateur final, il ne veut pas payer cher. La GMS, elle veut faire sa marge. La centrale d'achat, elle veut acheter au moins cher possible. Et le négociant, lui, bah, pareil. Alors, je me fais un peu l'avocat du diable. Il va s'agir de sociétés, d'entreprises qui ont des salariés, qui doivent faire tourner et qui ont un intérêt à acheter le plus bas possible, quoi. Or, que dit la loi? La loi, elle dit, c'est le libéralisme, les gars. Attention, ça ne veut pas dire que je prends position pour ou contre. C'est comme ça. Moi, il y a des choses qui me vont bien dans le libéralisme. Il y a des choses qui me vont moins bien. Voilà. Mais c'est le libéralisme. C'est, les gars, depuis un long moment, open bar. Ça veut dire que eux, pour fournir eux à prix bas, et pour pallier aussi, parfois il faut le dire, comme 2016 je crois, et puis 2021, des baisses de production, ils doivent fournir du miel, ils vont acheter à l'étranger. Aujourd'hui, ils vont pouvoir trouver à peu près du miel livré. Alors livré, je ne sais pas s'il est livré dans le pays d'importation, on va y revenir, ou livré en France, mais à 2 $ le kilo. Hein, on entend parler de ça pas mal, c'est vrai que c'est le cas. En gros, on est à 1 $ et quelques le kilo, plus la livraison ou quoi. Bon. Allez, moyenne de 2 $. À nous de bien connaître aussi notre coût de production. Alors, ça c'est ce qui se passe à peu près jusqu'à maintenant. Attention, ça change. Voilà. Donc il faut bien comprendre que ces prix bas, ils influent, imposés par les centrales d'achat avec leur énorme pouvoir, ils influent aussi sur cette dynamique-là, du détail au consommateur final. Ça pose problème, d'accord? Quand un client voit dans une grande surface un prix au kilo de 6-7 balles, il va se dire, mais pourquoi mon producteur, même si je lui fais confiance, il est au double, voire au triple? Et ça pose un énorme problème aussi là-dessus. Cette imposition de prix bas par les centrales d'achat pose un gros problème. Dans les solutions, j'ai commencé à tracer un trait ici. Donc on a compris que le négociant, il a sa part de responsabilité, mais pas que, très franchement. Le producteur, qu'est-ce qu'il peut faire, lui, à part s'améliorer sur sa production? Et encore, on a bien progressé. Hein. Franchement, depuis des années, là, c'est fort, quoi, je trouve. Donc, moi, je trouve que la grande responsabilité vient de ça, des centrales d'achat.
Des négociants qui ne jouent pas forcément le jeu entièrement, mais ils ont des impératifs économiques à tenir. Vous allez me dire, eux aussi, ouais, mais là, on profite trop du libéralisme, quoi. Donc il faut que la loi évolue. Justement, dans les solutions, eh bien, on a la directive miel qui arrive, qui est déjà en place, attention. Mais j'espère qu'elle va se renforcer. Donc ça va faire, on va parler d'étiquetage des pots, de la provenance, on veut même le mettre en façade des étiquettes pour que ce soit intégralement écrit avec par ordre de pourcentage de mélange, et ça pour tout type de mélange, hein, que ce soit UE ou hors UE. Alors je vais le noter, hein, étiquetage, la transparence là-dessus, la filtration, ça il faudrait qu'on en parle un jour. Est-ce que vous savez à combien vous filtrez votre miel? Combien de microns? Combien eux ils filtrent le miel? Eux, ils réclament quelque chose ou pas? Ou ils veulent juste un prix? C'est quoi la norme là-dessus? Il n'y a pas de norme. Donc il y a peut-être quelque chose à faire là-dessus. Moi, je rajoute un truc que je crois pas que la directive miel, elle est là-dedans, mais il y a la flash pasteurisation. Alors ça, je vais me faire des copains. Moi, quand je produis mon miel au détail ou quand je l'envoie en gros, il n'est pas pasteurisé. Par contre, les négociants et conditionneurs, est-ce que c'est imposé? Est-ce qu'il y a une norme? Est-ce qu'ils le font juste pour la ménagère de moins de 50 ans qui veut retrouver son pot de miel au bout de 2 ans qu'elle l'a oublié dans son placard? Pareil, je ne sais pas. Ou pour des raisons sanitaires, mais pourtant, avec le miel, on n'a quand même pas trop de problèmes avec ça. Est-ce que c'est juste à propos du botulisme? J'en sais rien. En tout cas, les négociants conditionneurs vont flash pasteuriser le miel. Alors, c'est des processus très maîtrisés et le miel n'est pas détérioré au niveau de ses HMF, hydroxyméthylfurfural. Par contre, il est quand même pasteurisé, donc très rapidement, monté rapidement à, je ne sais pas les températures, 65-70 degrés, et descendu très rapidement. Le processus est très bien fait, pas de problème, mais est-ce que c'est encore du miel? Ça, il n'y a personne qui sait le dire, quoi. Voilà. Alors, ça correspond à la directive miel. Dans les autres solutions, on va parler des clauses miroirs. Les clauses miroirs, c'est, comme pour les autres filières, c'est de dire, attendez, ce que vous produisez dans votre pays, à l'autre bout du monde, vous ne le faites pas de la même manière que nous. Donc on n'en veut pas. Par exemple, il y a des pays où les antibiotiques sont autorisés pour produire le miel. Donc ça, il faut que ce soit interdit, quoi. Interdit à l'importation, à la vente, quoi. Vous devez produire de la même manière que nous en Europe. On va parler d'Europe parce que parler que de la France, ça va être compliqué, quoi. C'est que la CE. Voilà. Les clauses miroirs. Il y a le prix plancher. On en entend parler, un prix plancher rémunérateur pour tout le monde. Alors là, pareil, on va parler aussi d'harmonisation européenne. Est-ce que le coût de production de l'apiculteur d'un pays de l'Est en CE est le même qu'un coût de producteur français? Je pense qu'on est les plus élevés, je ne sais pas. Quand j'ai débuté l'apiculture, nous avions des réunions avec François Gerster, je ne sais pas encore s'il est aux affaires. Nous l'avions reçu avec l'Association de développement de l'apiculture franc-comtoise à l'époque. Je vous parle de 2011, 2012. J'ai retrouvé d'ailleurs dans mes mails la directive ou le rapport qu'il avait fait. Bref, nous étions en réunion, j'avais posé, je me souviens, il m'avait remballé sévèrement, pas sévèrement, mais je lui avais posé cette question de lui dire quand est-ce qu'on met un prix plancher pour assurer nos revenus, quoi? Qu'est-ce qui se passe? Et là, il m'a ri au nez, pas méchamment, mais de dire gros, c'est du libéralisme. On ne mettra jamais un prix plancher. Donc en 2023, sous Macron, ça, avec la CE, en plus, dans le délire, à mon avis, ça va être très très compliqué, voire impossible. Voilà. L'autre solution, c'est de trouver un moyen de taxer. Alors, c'est assez vaste. Trouver des taxes. Qu'est-ce qui se passe là-dessus? Si on dit à un pays, bah, votre miel, on l'achète, mais on lui met des taxes. Voilà. Eux, ils vont dire, ah ouais, tu veux jouer à ça, Coco? Mais nous, le vin qu'on t'achète là, ben, on va mettre des taxes et tu vas en vendre moins. Vous savez, c'est tous ces échanges internationaux. Je prends un exemple au pif, hein. Je suis pas du tout spécialiste. Donc, l'une des idées pour trouver des moyens de taxer, par exemple, c'est sur la pollinisation. C'est pas de dire votre miel il est pas bon, c'est de dire ok, on vous achète du miel, mais finalement ça fait qu'il y a moins d'abeilles en France. Et nous, on a besoin de ces abeilles pour polliniser. Donc, juste à cause de ça, on va mettre une taxe. Par exemple, hein, c'est ce qu'a fait les États-Unis à propos de la Chine. Les États-Unis, c'est pas un gros producteur de miel, mais c'est un gros pollinisateur. Ils ont besoin de ça pour les amandes, entre autres, et puis pour plein d'autres choses. Eh bien, ils avaient un problème avec la Chine qui a importé du miel en masse, et ils leur ont dit, ah, les gars, nous, ça nous pose problème pour nos abeilles, finalement, on a moins de ruches pour polliniser, donc on va taxer votre miel. Voilà, puis ça s'est fait. Pas de problème. Mais les Chinois, ils ont rigolé.
Les Chinois, ce qu'ils ont fait, mais ils sont passés par un autre pays. Ils ont d'abord envoyé leur miel genre au Vietnam ou je sais plus quel, et puis après ils l'ont renvoyé aux États-Unis. Et voilà, c'était foutu de façon. Donc les États-Unis ont renforcé leur truc en disant bon ok, on taxe tout le monde quoi. Je sais pas ce qui s'est passé dans les faits précisément. Je vous le dis, je suis pas spécialiste. Mais enfin, c'est très compliqué de trouver des raisons de taxer. Voilà, parce que ça fout la merde pour tout le monde, quoi. Mais c'est une idée, hein, creuser franchement, quoi. Comment faire? Bon, les contrôles aux frontières, mais alors les contrôles aux frontières de l'ACE, c'est compliqué. On va quand même en parler parce qu'on va parler d'analyse. Contrôle de manière générale, et là je vais mettre au pluriel, contrôle. Alors les analyses, là je vais reprendre un crayon rouge. On va d'abord rejoindre les taxes. Si on fait des contrôles aux frontières, on a par exemple le cas de l'Ukraine actuellement, dont le camion a été trouvé sur Facebook, ils ont mis les photos, les agriculteurs qui avaient intercepté un camion avec des fûts, et franchement c'est pas nouveau quoi, ça existe depuis des années, ça ne change rien au problème, et puis le camion il est reparti quoi. Ils ont peut-être pris des échantillons de miel, faire des analyses, on va en parler tout de suite. Le problème quand même avec l'Ukraine, c'est que là, je ne sais pas quand ça date, je ne suis pas spécialiste, je le répète pour la 3e fois, mais ils ont des facilités d'importation. Est-ce que c'est taxé, ça? Est-ce que les d'autres continents, Amérique du Sud, Asie, n'ont pas intérêt à amener leur miel en Ukraine pour que de l'Ukraine, ça vienne en Europe? Je crois que si. C'est pour ça qu'il y a une importation massive de l'Ukraine. Revoyez tous les chiffres que j'avais mis dans la vidéo sur la grève au mois de décembre. Je ne vous les reprends pas là, les chiffres, parce que j'avais fait pas mal de recherches, là, j'ai pas trop le temps. Allez-y, référez-vous à ça, je vous la mets là, c'est là, c'est là, c'est là, c'est là. Je pourrais te changer. Bon, il est cinglé. Alors, je vous parle aussi, avant de revenir sur les analyses, d'une petite pratique dont j'ai entendu parler, mais je n'ai absolument aucune preuve et je n'incrimine personne, mais un gros négociant d'un pays comme la France et un gros négociant d'un pays comme l'Allemagne achètent chacun un container, et une fois que c'est en Europe, une fois que c'est chez eux, ils se l'échangent. Et donc, le miel qui venait d'un autre continent, tout d'un coup, c'est du miel européen. Et puis le prix n'a pas beaucoup évolué. Si on est à 2 $ à l'achat, il doit être à 2,20 $. Genre, tiens, je prends 10% pour la forme. Mais enfin bon, tout d'un coup, il se retrouve avec du miel étranger, qui est francisé, ou en tout cas européanisé, ou allemagnisé, et donc signe de qualité pour 2,20 $. Et non, on ne peut pas lutter. Et sur l'étiquetage, tu mets quoi? Tu mets conteneur échangé? Et là, je ne sais pas hein, si j'affirme ça, je l'ai entendu, voilà, on me l'a raconté. Maintenant, je devrais peut-être pas dire ça, mais ça me fait chier parce que je pense que l'humain est assez fort pour le faire, quoi. Voilà. Donc là, on va sur les frontières et les taxes, c'est compliqué, on l'a vu. Surtout quand on fait des passe-droits à certains pays en guerre. Ce qui peut se comprendre, mais alors c'est juste pour que le pays en guerre vende du miel, qui vient de partout, il n'y a pas que le sien, c'est pas possible. Il rentre de la monnaie en échange, et avec cette monnaie, il fait quoi? Il rachète des armes, ou des trucs comme ça, parce qu'il est en guerre. C'est le serpent qui se mord la queue. Bref, c'est du commerce international, on ne peut pas lutter, quoi. Et sur les analyses, le premier qui peut les faire, c'est lui. Déjà, le producteur, pour se conforter dans ce qu'il produit et dans ce qu'il vend. Le deuxième, ça va être lui. On va revenir également à ça, parce que tout de suite se pose le problème des labos, et de l'indépendance des labos. En général, ces grands négociants ont un labo, à eux. Et donc, je veux dire, le contrôleur fait partie de la boîte, quoi. Où est l'impartialité, quoi? Alors, dans le gage de qualité, ils vont te dire, bah si, nous, gros, si on analyse, on fait super gaffe, on est même au top de la pointe aux analyses. Ok, mais qui contrôle le contrôleur, alors? L'État? Donc on revient à la loi. Le problème, c'est que l'État est en retard sur les analyses. Alors ça fait partie de la directive miel, je crois, si je ne dis pas de conneries, c'est de se doter d'un labo européen qui va faire du contrôle systématique de pointe. Parce qu'il ne faut pas oublier aussi que les fraudeurs, je ne l'ai pas noté là, mais il y a des fraudeurs, bien sûr, qui font exprès d'adultérer, c'est-à-dire mélanger du sirop à du miel, ont un temps d'avance. Les fraudeurs ont toujours un temps d'avance. Donc entre la filtration et l'adultération et les échanges de pays, le commerce et tout, franchement c'est très compliqué. Je leur jette pas la pierre, mais ils ont du pognon aussi, on pourrait mettre là-dedans, former des gens, mais voilà, c'est un des problèmes principaux, c'est qu'on est une trop petite filière. En plus, nous sommes assez divisés. Je vous mets là tous les syndicats qu'on trouve rapidement, ou les interprofessions, ou enfin là, voilà.
Tous ces sigles-là correspondent à un représentant d'une des filières du miel ou qui est adjoint ou voilà, qui est lié d'une manière ou d'une autre. Ça va être difficile de s'entendre à tous ensemble. Alors bien sûr, il y a l'Interpro qui est censé fédérer tout ça. Voilà, bon, on n'entend pas du tout trop parler, quoi. Si, non. Je sais pas quoi dire là-dessus sur l'Interpro. Je pense qu'il devrait être beaucoup plus fort. Et puis quand on voit comment est composé le collège, voilà. Et puis il y a certainement des problèmes de financement. Tout ça, je les connais pas. Je pense qu'il y en a un grand rôle à jouer, malgré tout. Bon, voilà, vous avez compris le truc. C'est pas simplement de dire, ok, il y a ce négociant qui achète à pas cher. C'est quand même beaucoup plus problématique que ça, et on a quand même des solutions. Enfin, des solutions. Il faut trouver des solutions et les appliquer. Je vais quand même noter là que moi je me situe là, j'ai un problème de stock. Qu'est-ce que je dois faire? C'est une flèche. Rationaliser, hein, pas faire de la merde, vous avez compris? Doc. Diversifier. Quand je vous dis que je vais pas faire de miel, je vais en faire évidemment, mais je vais quand même vachement axer cette année sur les rennes des essaims, mais ça va pas suffire à contenter son homme, quoi. Et c'est un problème. C'est pour ça que je vais laisser cette belle banderole jusqu'à ce que ça aille mieux, et qu'on continuera d'en parler. Alors je ne vous ferai pas des vidéos comme ça toutes les semaines évidemment, mais si je peux la mettre glisser dans une vidéo, la tac, de temps en temps, et puis je vous compte sur vous pour commenter, pour liker, pour répandre la bonne nouvelle. Non mais merde quoi, on est tous dans le même panier, hein. Alors j'ai mis apiculteur professionnel parce que moi j'assume ma parole, je ne veux pas mettre au pluriel. Quelqu'un qui me disait faut mettre au pluriel pour fédérer. Mais frère, je parle pas en ton nom, moi. Je parle en mon nom et je l'assume. Voilà. Par contre, je vous demande de relayer le message. Ça, tu peux le faire. Si tu n'as même pas liké l'Insta, mon petit chat, si. Hein, je suis pas sûr. Bref. Et puis, j'ai noté ce que je suis en train de faire là, mais on doit tous le faire. Communiquer. Alors, communiquer, attention. Il faut communiquer sur notre production, sur nos miels, nos abeilles, directement au consommateur final. Bien informé, on pense qu'il l'est, mais c'est pas franchement le cas. Et il faut faire attention, c'est pour ça aussi que moi j'ai pas relayé, sur les coups d'éclat de camions interceptés par exemple, ou de reportages miel produit de merde, ou des choses comme ça qui sont extrêmement contre-productifs, en fait, pour tout le monde. Et en fait c'est extrêmement contre-productif parce que le consommateur final consomme autant toujours de sucre, mais il va se retourner sur les confitures, les pâtes à tartiner, des trucs comme ça, et au détriment du miel. Voilà. Donc attention, il faut le faire, communiquer, mais bien le faire. Et je dis pas que je le fais bien, mais c'est ultra chaud quand même. Voilà, les rayons de la colère, je reste très optimiste. C'est ma nature, probablement, ou un peu con. Nos abeilles seront toujours là, elles auront toujours besoin de nous, et nous devons nous en occuper. Hein, nutrition, maladie, bonne place, etc. Ce qu'on va voir encore toute cette saison. Je compte sur vous pour ne pas lâcher l'affaire, pour relayer ça. Et puis je reste ouvert à toute discussion constructive, si c'est juste une affirmation de dire « Ouais, mais c'est foutu Frexit Frexit !» Non, il faut aller plus loin, quoi. J'ose croire en nos politiques, j'ai des échos qui me disent que ça bouge. J'ose y croire, un peu con. En tout cas, nous, on se concentre sur ce qu'on sait faire, on se concentre sur nos abeilles, on fait en sorte que ça aille bien, et on proteste pour dire que ça va pas en mettant par exemple une banderole sur sa mielerie. Ciao les gens, merci de m'avoir écouté.